Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Et ce soir, des marchés qui sont toujours en mode Fast and Furious, notamment sur le marché américain, avec une nouvelle baisse à l'ouverture pour Wall Street, une baisse de 2,5% pour l'instant pour le Nasdaq. Mais on va se garder d'aller trop vite en besogne. On a tous en tête encore la séance d'hier, qui a été une séance pour l'histoire, à plusieurs égards sur le marché américain. Très rarement on a vu le S&P 500 comme hier baisser de 4% en séance avant de terminer positif. Ça n'est arrivé que 3 fois d'ailleurs dans l'histoire, hier et 2 fois au cours du mois d'octobre 2008. Une séance qui s'est déroulée dans des volumes très très importants, historiques, quand on regarde les volumes traités sur le S&P 500 et le Nasdaq. Et on est donc dans une séquence sans doute charnière, avec des enseignements à apporter pour la suite. Nous allons rester dans cette phase d'analyse de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et c'est dans ce contexte chaotique de marché que la Fed se réunit en ce moment jusqu'à demain pour sa première réunion de politique monétaire de l'année 2022 et une communication de Jérôme Powell qui sera évidemment très attendue pour clarifier peut-être le chemin de normalisation de la politique monétaire américaine, alors que passant d'un excès à l'autre, on connaît évidemment les pratiques de marché de ce point de vue-là, on voit des banques à Wall Street et des stratégistes qui rivalisent entre eux pour savoir qui sera le plus hawkish. On imagine parfois des hausses de taux à chaque meeting désormais, des hausses de taux de 50 points de base, même peut-être pour choquer le marché et restaurer immédiatement sans attendre la crédibilité de la Réserve fédérale américaine. Voilà donc le narratif ambiant dans lequel évoluera Jérôme Powell demain à l'occasion de sa conférence de presse qui commencera à partir de 20h30 demain soir. Voilà pour les sujets du jour. Et puis dans la partie thématique de Smart Bourse, le dernier quart d'heure, nous nous intéresserons à nouveau ce soir aux enjeux de la finance responsable pour 2022. Et quand on prend le triptyque analytique ESG, environnement, social, gouvernance, l'année 2022 sera l'année de la montée en puissance du facteur social, du S de ESG. C'est en tout cas ce qu'estiment les analystes ESG de Société Générale CIB, et le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés. Une fin de séance positive en Europe, des indices européens qui résistent à la baisse de Wall Street qui repart en ce moment. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Si elle résistait encore à la mi-journée, la bourse de Paris cède finalement du terrain en réaction à la rechute de Wall Street dans un marché inquiet quant au risque de conflit en Ukraine. Pour rappel, l'OTAN a placé ses forces en état d'alerte et décidé d'envoyer des renforts en Europe de l'Est, redoutant une invasion russe en Ukraine. Un facteur de stress cumulé à la réunion de 2 jours du comité de politique monétaire de la Fed, entamée aujourd'hui. 2 jours de débat au sortir desquels l'institution devrait préciser ses intentions en matière de hausse des taux et de réduction de son bilan. Autant d'incertitudes qui ont fait basculer la tendance, même son de cloche à Wall Street donc qui entame la séance en baisse, et ce malgré les solides résultats d'entreprises d'IBM et d'American Express. Après clôture américaine aujourd'hui, Microsoft publiera ses trimestriels. Apple et Tesla se prêteront aussi à l'exercice cette semaine. Et puis toujours aux États-Unis, l'indice de la volatilité est en hausse de 10%. Une hausse inattendue aussi sur le plan macroéconomique, celle de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne. Ce dernier a progressé à 95,7 en janvier contre 94,8 en décembre. Et puis le FMI a abaissé sa prévision de croissance de l'économie mondiale à 4,4% cette année contre 4,9% estimé en octobre. L'institution cite notamment le ralentissement de la reprise aux États-Unis et en Chine, le risque inflationniste, mais aussi les incertitudes liées à la pandémie et la politique monétaire de la Fed. La confiance du consommateur américain s'est moins dégradée que prévu en janvier. L'indice établi par le Conference Board ressort à 113,8 points. Interparfums avance de plus de 7%. Le groupe a fait état d'une hausse de 52,7% de son chiffre d'affaires annuel et confirmé viser une marge opérationnelle de 15% en 2022 contre 17% attendu pour 2021.
Et puis Rémi Cointreau recule après avoir dégagé une croissance organique de 21% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Le groupe de spiritueux a confirmé ses objectifs pour son exercice décalé 2021-2022. On termine avec l'affaire Orpea à l'occasion de la reprise de sa cotation. Son titre chute, plombé par la publication d'extraits d'un livre à paraître demain. Celui-ci dénonce la maltraitance dans les maisons de retraite du groupe. Orpea, qui conteste formellement les accusations contenues dans le livre, a indiqué avoir saisi des avocats en vue de suites judiciaires éventuelles. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-Jacques Friedman est avec nous ce soir, directeur des investissements de Vega IM. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gustavo Runstein de nous accompagner également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche économique et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management, et Christian Parizeau avec nous également ce soir. Bonsoir Christian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes économiste, président d'Altair Economics et conseiller économique auprès d'Aurel BGC. On est encore dans la phase analytique d'une séquence qui n'est peut-être pas terminée, puisqu'on voit encore une baisse significative sur les indices américains en ce début de séance à Wall Street. Bon, il y a plusieurs choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la correction, Gustavo ? Est-ce qu'elle se déroule selon un certain ordre ? Est-ce qu'elle respecte quand même une forme de rationnel ? Et puis, il y a après les séances comme celle d'hier, avec une vitesse de marché impressionnante, qui donne un sentiment de panique, de capitulation, mais encore une fois, modulo la séance d'aujourd'hui, qui montre encore que les indices sont orientés à la baisse. Voilà. Quelle analyse vous faites de cette séquence et de cette vitesse impressionnante du marché, Gustavo ? Effectivement, il faut bien poser un diagnostic à peu près cohérent, parce que tout va assez rapidement. Je dirais qu'au début de la correction, dans les premières semaines de l'année, ça semblait être assez logique, une rotation, et tout le monde voyait à peu près de quoi il s'agissait, effectivement. La croissance, la value, enfin, il y avait une histoire qui semblait s'installer, on comprenait d'où elle venait. Elle venait du fait que la croissance économique était quand même forte, qu'effectivement, on pouvait imaginer qu'avec la vague Omicron qui passerait au fur et à mesure, eh bien, il allait y avoir une réaccélération à un moment de l'économie mondiale, notamment donc, dans les pays en Europe et aux États-Unis, et que cette réaccélération allait convaincre effectivement la Réserve fédérale de continuer cette hausse de taux, et que dans cet environnement de hausse des taux, notamment des taux réels, eh bien, on pouvait imaginer que des entreprises qui ont des résultats peut-être très loin dans le futur, la fameuse duration longue, allaient corriger. Donc ça, c'était assez cohérent et on pouvait comprendre à peu près la rotation. Les tout derniers jours, là, c'est déjà autre chose. Donc là, c'est vraiment des mouvements de panique. Et je pense que chacun il va essayer de trouver une bonne raison. C'est toujours assez compliqué. L'impression, la lecture que j'en fais en tout cas, c'est que c'est quand même beaucoup du retail, notamment aux États-Unis, qui ont beaucoup investi ces dernières années, qui avaient effectivement à la fois dans leur portefeuille les mêmes stocks et autres cryptos, etc., de choses qui étaient des points très chauds dans les marchés, qui corrigent depuis déjà un certain temps en réalité, et qui ont accéléré encore donc à la baisse depuis le début de l'année, et qui sont mis à vendre des ETF qu'ils avaient, parce que vraiment beaucoup d'investissements du retail aux États-Unis, c'est à travers des ETF, et donc vendent tout à due proportion de la capitalisation. Et donc là, je dirais, tout part tout d'un coup assez violemment. Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est d'abord que la correction est quand même très centrée depuis le début de l'année sur ces points très chauds. Ouais. Ça, c'est la première chose. Oui, sur les boîtes qui ne gagnent pas d'argent. Et cette partie-là du marché, elle a commencé à corriger déjà il y a plusieurs mois même, d'une certaine manière. C'est février 2021 pour la plupart. Et voilà, c'est ça, les mêmes stocks, GameStop, les SPAC, etc. Déjà, on avait des corrections marquées en fin d'année 2021. Oui, mais bon, ça restait encore relativement cher. Et une entreprise qui ne gagne pas du tout d'argent et qui en gagnera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, c'est toujours difficile de donner une valeur très précise. Donc si vous me dites que ça baisse de 50%, peut-être, j'en sais rien en fait. C'est très difficile de savoir exactement où ça peut s'arrêter. Mais il y a déjà beaucoup de valeurs qui ont divisé par deux assez rapidement. Donc ça, c'est une partie, je dirais, plutôt sain, que cette correction était plutôt saine. En revanche, après, le côté effectivement où tout lâche, ça évidemment c'est un peu plus inquiétant. Ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que pour l'instant en tout cas, ça n'est pas une généralisation d'un risk-off dans toutes les classes d'actifs partout. C'est vraiment les actions
Le crédit a l'air de résister beaucoup mieux. Il n'y a pas des devises émergentes qui partent dans tous les sens, relativement ordonné. Donc, en fait, si on exclut malgré des journées quand même très violentes sur Wall Street, ça n'a pas l'air d'avoir eu un impact majeur, on va dire, sur beaucoup d'autres classes d'actifs. Alors que le VIX a effectivement atteint des niveaux assez élevés, mais sans vraiment déraper trop violemment. Donc, il nous semble, nous, en tout cas, le diagnostic pour l'instant, c'est que ce n'est pas un énorme message sur la croissance ou des choses comme ça, mais plutôt des dégagements de portefeuille, de positionnement, surtout dans le retail, parce qu'on sait que les institutionnels ont abordé l'année généralement assez prudemment, et bon, c'était pas très leveragé. Ouais. Le fait que ce soit le retail qui se soit fait laminer, hein, passez-moi l'expression, c'est important, c'est grave, ça peut avoir des conséquences. On va parler de la Fed, bien sûr, dans un moment, mais effectivement, depuis mars 2020, il y a évidemment les entreprises qui rachètent leurs actions. Ça, c'est toujours un puissant moteur pour le marché américain. Mais il y a également tout ce phénomène retail qu'on n'avait pas vu, en tout cas dans cette ampleur, depuis très très longtemps. Ça devient une partie prenante importante du marché quand même. Oui, ça a eu un rôle important. Ça a pu surprendre à certains moments, justement, les investisseurs professionnels. On se rappelle l'histoire GameStop ou d'autres qui ont eu beaucoup d'impact sur le moment. Donc je crois qu'il y a cette sortie effectivement du retail. Là, ce qui est rassurant, encore une fois, c'est qu'il ne semble pas qu'il y ait des institutions financières, des grands money managers qui soient très leveragés ou dans des positions très compliquées. On n'en entend pas beaucoup parler. Et donc, ça veut dire aussi que la transmission vers les banques, vers le système financier, que ça deviendrait une sorte de crise financière, tout ça ne semble pas du tout être le parcours. Ça semble être vraiment une sorte de dégonflement d'un morceau du marché, mais sans provoquer un énorme resserrement des conditions financières, ce qui signifie du côté de la Réserve fédérale qu'effectivement, ils ne vont pas non plus se mettre à paniquer parce qu'il y a ce type de mouvement. Enfin, ce n'est pas évident qu'ils s'arrêtent dans leur programme uniquement parce qu'il y a eu une baisse de 10 ou 15% du Nasdaq. Ça ne semble pas être suffisant et parce que c'est relativement ordonné. Si ça devait vraiment devenir désordonné, le crédit qui se tend, etc., bon, là, ça serait différent. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on semble voir. C'est toute la question, Christian Parizeau. Est-ce que les mouvements de marché qu'on observe et des corrections déjà sur des indices importants, majeurs, le Nasdaq est à peut-être 15% de baisse par rapport à son sommet de l'automne dernier, est-ce que c'est de nature à faire réfléchir la Fed, à la faire reculer par rapport au plan de marche qui est prévu pour 2022 ? Et l'autre manière d'aborder la question, c'est où est le strike du put de la Fed ? S'il n'est pas là encore à ce stade, s'il est beaucoup plus bas, qu'est-ce que ça implique ? Alors déjà, la Fed, elle a surtout intérêt à ne pas changer d'avis parce qu'il nous a déjà fait un retournement de veste. Alors s'il nous en refait un autre au bout de 2 mois après, il va perdre toute crédibilité, le pauvre Powell. Hein. Donc non, clairement, aujourd'hui, je pense que la Fed, elle a juste une chose à dire, à répéter ce qu'elle a déjà dit avant. C'est-à-dire que rien que le fait de dire on montera 3 fois les taux d'intérêt, on commencera à réduire notre bilan, mais de manière très progressive, très lente, vous inquiétez pas, c'est largement suffisant par rapport au délire qui est en train de s'installer sur le marché actuellement. C'est quoi le délire ? C'est quoi le délire ? L'idée, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui les marchés paniquent sur une chose. Alors d'une part, en plus c'est très visible quand on interroge les investisseurs institutionnels. D'une part, ils nous disent, c'était la dernière enquête qui avait été faite auprès des grands investisseurs institutionnels, ils ne croient pas en l'inflation. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le débat, ça serait un long débat, mais grosso modo, vous avez une large majorité des investisseurs qui pensent que l'inflation est temporaire. Alors temporaire, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître cette année, mais ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va s'auto-entretenir. C'est ça le plus important. Parce que l'idée, ça serait que ça s'accélère indéfiniment jusqu'en 2023-2024, et là, la Fed sera obligée de casser la croissance. Mais l'idée, c'est aujourd'hui, il y a une vraie crédibilité du scénario que l'inflation est temporaire, elle n'est pas durable, et il n'y a pas une boucle prix-salaire. Ça, c'est le premier point important. L'autre point qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, c'est de dire la Fed va aller très fort dans la remontée de ses taux directeurs. Elle va mettre, alors c'est quand on vous parle de 50 points de base, comme s'il y avait un instant de panique. On a vu tous ces vétérans Wall Street comme qui disent il faut restaurer immédiatement la crédibilité, il faut choquer le marché. Et donc forcément, si vous êtes dans ce scénario, pas d'inflation, mais la Fed qui est très agressive, vous cassez la croissance. Ah oui. Et là, c'est vraiment un signal. Alors, ce qui a aussi accentué les choses, c'est qu'on sent qu'il y a le pouvoir politique qui a aujourd'hui comme... alors, c'est la Bidenflation, vous savez, ce que lui reprochent les républicains. Et aujourd'hui, on sent que... Est-ce que le président américain ne met pas une... Il l'a dit clairement dans sa dernière conférence de presse, il met une pression sur la Banque centrale américaine pour qu'elle règle ce problème de l'inflation parce que c'est devenu un élément qui le fait baisser dans les cotes de popularité. Et on sait qu'il y a ce mid-terme qui est à la fin d'année. Donc, l'idée, le marché part sur un délire en se disant, la Fed va tout casser
pour vraiment peser sur l'inflation, quitte à sacrifier la croissance économique, alors qu'il n'y a pas de problème. Et elle va tout nous casser. Alors je pense que ça, c'est la vision extrême. Naturellement, je n'ai pas dit que tout le monde pensait à ça, mais c'est un peu la vision que l'on a par rapport à toutes les révisions. Alors on parle toujours des extrêmes, naturellement, de ceux qui vous annoncent qu'il va y avoir 50 points de base, 4 hausses, 5 hausses, ça fait des beaux papiers, voilà, ça fait du buzz, ça fait parler. Donc forcément, on parle que de cela. On ne parle pas que la majorité n'a pas bougé ses prévisions. Mais en tout cas, on parle de ces économistes-là qui mettent ça en avant, et donc ça fait un petit vent de panique. Alors là, je ne suis pas très inquiet sur cet aspect-là, parce que Powell va venir, il va nous dire, vous inquiétez pas, on est sur une normalisation, l'inflation va se calmer d'elle-même à la mi-2022, il va nous le répéter, et il va dire, on ajuste un petit peu, on prend une garantie, si l'inflation ne ralentissait pas, on prend de l'avance, on ne sera pas behind the curve, on ne sera pas en retard par rapport aux anticipations, mais les anticipations d'inflation ne sont pas là, donc je n'ai pas besoin non plus de casser la croissance pour être crédible. Donc je pense que ça peut se calmer très vite. Donc il y a cet aspect-là, à mon avis, qui est justifié. Et puis l'autre aspect, par contre, qu'il faut tenir beaucoup plus en compte et qui est vraiment un élément qui va jouer tout au long de 2022, c'est que l'inflation, par contre, fait que les banquiers centraux ne sont plus nos amis. C'est-à-dire que le marché avait vécu sur l'aspect « il n'y a pas de risque ». S'il y a un risque, on injectera les liquidités et ça montera. Donc le Fed put, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là quand même. Donc ça veut dire qu'il faut quand même aujourd'hui intégrer les risques. Je ne suis pas sûr que le marché aurait réagi comme ça s'il n'y avait pas eu l'inflation et si la Fed aurait pu réagir face au risque ukrainien. Je vous prends un exemple, un risque géopolitique réel, mais on aurait dit, bon, finalement, c'est un risque géopolitique, au pire aller, la Fed, elle injectera un peu plus. Là, on se dit que quand même, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, il y a quand même cette contrainte qui est là. Donc aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui va être beaucoup plus durable. C'est un vrai retour de la volatilité sur les marchés. On en parlait tous encore l'année dernière, sans trop y croire, mais on a quand même un vrai changement par contre de comportement de marché aujourd'hui parce qu'on n'a plus cette protection finalement en cas de mauvaises nouvelles parce qu'on le voit bien, hein, la BCE, la Fed aujourd'hui ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent parce qu'ils doivent tenir compte aujourd'hui des données économiques et les données économiques montrent que quand même l'inflation elle va rester forte cette année quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse et même s'il y a des acquis qui vont plutôt peser sur l'inflation, que ça va être un peu technique. On va avoir un ralentissement de l'inflation, mais on restera nettement au-dessus des objectifs d'inflation des deux banques centrales, que ce soit BCE ou Fed, tout au long de cette année. Et donc ça limite quand même leur capacité d'intervention en cas de mauvaises nouvelles sur l'économie. S'il y a un mandat politique derrière la stratégie de la Fed, forme de trade-off entre Biden et Jérôme Powell dans le cadre de sa reconduction, hein, et c'est un sujet dont on discute de plus en plus. Est-ce que 2-3 hausses de taux d'ici le mois de novembre, est-ce que ce sera suffisant pour ramener l'inflation, je ne sais pas, autour des 2% et faciliter la tâche de Joe Biden face à des élections qui seront de toute façon compliquées? C'est ce qu'il laisse entendre. Il dit, moi, 5% d'inflation, évidemment, c'est un handicap. Alors, il répond vertement, en plus, à un journaliste de Fox News hier. Je crois que Joe Biden n'avait pas conscience que son micro était ouvert. Mais c'est très révélateur. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'il préfère revoir absolument 2% d'inflation avant les élections plutôt que de capitaliser sur l'idée de l'emploi maximum, qui est aussi un actif quand même politique très important. Oui, mais c'est surtout le temps politique est plus volatile que l'économie. Oui. Non, parce que c'est la thématique d'aujourd'hui. Il est attaqué là-dessus. Hein. Encore une fois, c'est la bas d'inflation. C'est ce que attaquent aujourd'hui beaucoup les républicains. Donc il sait qu'il doit montrer aux Américains qu'il se préoccupe de la situation. Maintenant, sur le fond, économiquement, la Fed n'a aucun pouvoir pour ralentir l'inflation cette année. Clairement. D'une part, parce qu'une hausse des taux n'agit pas immédiatement. Donc faire une hausse de taux à chaque meeting, 50 points de base, tout ce qu'on veut, ça ne ferait que casser la croissance, mais ça va rien faire. Oui, et en ça résoudrait le problème de l'inflation. Le problème aujourd'hui n'est pas là. Le vrai problème, hein, si on s'intéresse au cas de l'inflation, c'est là aujourd'hui, c'est un problème de choc inflationniste lié à une désorganisation du commerce mondial et des tensions sur les chaînes de production. La vraie question, c'est est-ce que de ce choc déflationniste, ça va impacter le comportement des agents financiers, des agents économiques? Est-ce que parce que j'ai vu les prix monter très fortement, je vais réclamer des hausses de salaire? C'est ça la vraie question. Et ça, on le saura au fur et à mesure, ça ne va pas être immédiat. Est-ce que les tensions salariales sont ponctuelles, liées à un problème de réouverture de l'économie ou beaucoup plus durable et ça va s'auto-entretenir? Ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et de toute façon, et ça ne sera pas parce que la Fed elle a monté 3 fois ou 4 fois ses taux que ça va régler ce problème du choc inflationniste. Donc il y a deux choses. Il y a le problème d'approvisionnement, système choc post-Covid qui va rester inflationniste cette année, et puis le comportement des agents économiques, et ça on le saura
aura au cours du temps. Et puis, ça, par contre, c'est beaucoup plus dur. Ouais, bien sûr. Il y a la mesure de l'inflation et puis il y a la réalité, comme l'écrivait un de vos confrères. Si vous êtes un Américain propriétaire de sa maison et que vous n'avez pas eu besoin d'acheter de voiture neuve ou d'occasion cette année, vous n'avez pas de problème d'inflation et pas de problème de pouvoir d'achat. Si vous êtes locataire de votre maison et qu'il a fallu remplacer votre voiture et aller acheter une voiture d'occasion au prix fort, là, effectivement, vous avez ressenti la morsure, entre guillemets, de l'inflation. Voilà. Jean-Jacques, bon, commentaire. Et puis, la question aussi de marché. Est-ce qu'on est déjà dans une phase de capitulation qui amène à des interventions à l'achat sur les marchés, ou est-ce qu'on est beaucoup plus méfiant avec ce réflexe du buy the dip dans cette phase actuelle ? Pour l'instant, la tendance haussière, elle n'a pas encore été cassée. On n'a pas cassé les points techniques importants. Ça, déjà, c'est le premier point. Sur le mandat politique que vous évoquez, je trouve que ce qui est plus important quand même, c'est que par rapport aux déficits colossaux des États, on continue à les financer, plus que la question de l'inflation. Donc le vrai put politique, c'est quand même que, vu ces déficits-là, les taux d'intérêt ne peuvent pas monter quand même outre mesure. C'est vraiment ce qu'on a dit depuis longtemps et qui reste valable. Nous, l'idée qu'on avait, je suis assez d'accord, c'est une idée en deux temps. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la normalisation, c'est-à-dire qu'on détricote en 2022, 2020. 2021 aurait pu déjà être le cas. 2020, c'était l'année où finalement les valeurs technologiques, les valeurs de croissance, elles étaient un peu un proxy confinement, donc elles ont bien marché. 2021, on allait un peu sortir de ça et déjà un peu normaliser. Et puis, l'histoire finalement des variants successifs ont repoussé cela. Et là, on voit bien que finalement, les taux d'intérêt, la normalisation, s'est remis en place quand Omicron est arrivé et qu'on s'est dit, bah, ça y est, c'est la fin de la pandémie. Enfin, le marché l'interprétait comme ça. Donc ça, ce mouvement-là, il était assez clair. Après, on voyait un deuxième temps quand même, c'est que cette inflation-là, alors je suis d'accord, elle ne crée pas le problème, c'est ça ne crée pas d'inflation salariale réelle et ça détruit pas les marges. Il y a quelques secteurs où les salaires augmentent, mais il y a une productivité aussi qui augmente. Il y a beaucoup moins de gens qui travaillent. Il y a un taux de participation qui est plus faible. Il y a plus de richesse. Les gens sont plus payés, mais moins de gens travaillent, donc ça ne nuit pas tellement aux marges finalement des entreprises. Donc on voyait un deuxième temps finalement où cette inflation-là consomme quand même du pouvoir d'achat. On parle de la hausse des salaires pour certaines catégories de salariés, mais vous êtes retraité haute, bah, votre pouvoir d'achat, il est quand même rongé. Donc on voit bien que cette hausse salariale, enfin cette hausse de l'inflation, elle va quand même nuire au pouvoir d'achat. Et déjà, les chiffres de la croissance US, parce qu'il y a un tel différentiel budgétaire, sont un peu difficiles à interpréter, on a un risque là-dessus. Donc on voyait une deuxième partie de l'année. Donc l'année est très découpée, avec un rattrapage et une rotation value, et je dirais un peu un retour à la croissance. Là, ce qu'on est en train de vivre, j'ai l'impression que c'est encore un peu tôt pour la croissance, c'est peut-être vraiment lié aux événements géopolitiques, quoi. C'est-à-dire que là, ponctuellement, les taux d'intérêt baissent, etc. Pas tant que ça, en fait. 10-15 centimes, quoi. Ouais. 1,85, 1,70, quoi, voilà, sur l'Est. Donc, voilà, donc on pense quand même que le mouvement, il n'est pas complètement fini en la matière. Quant à la Fed, oui, je pense mais qu'il y a attendez, plus- Jean-Jacques, le mouvement n'est pas fini, mais ça va être un mouvement très intéressant à mettre à profit pour se repositionner sur des thématiques de croissance séculaire, visibles, pour du long terme. Alors, je pense que c'est trop tôt. C'est pour se repositionner, oui, de manière. Alors qu'avant, on était très cyclique, on était très finalement réouverture du marché, c'est-à-dire le secteur qui avait le moins bien performé, hôtellerie, tourisme, ou alors de l'aéronautique, ou alors de l'automobile. Là, je pense qu'on peut se repositionner de manière un peu plus neutre. Trop tôt encore pour jouer, je pense, ces grandes thématiques. Là, parce que, je veux dire, on avait une idée 6 mois, là, en 3 semaines, c'est On n'a pas fini la réouverture. Non. Par contre, se repositionner, oui. Mais oui, sur la Fed, je pense qu'elle veut simplement se redonner des marges de manœuvre. Elle n'aura pas tellement l'occasion de le faire, quoi. Si elle ne le fait pas maintenant, et son discours était réel. Ensuite, pour l'ancrage inflationniste, c'est un peu une course contre la montre. Et donc, à un moment donné, elle doit restaurer sa crédibilité. Je pense qu'elle est en nature de le faire. Après, sur le fait de pas écouter le marché, elle n'a pas intérêt. Je veux dire que c'est beaucoup plus grave de planter le marché avec les retraites par capitalisation ou autre que cette histoire d'inflation. Comme ça. En plus, le problème d'offre vient du fait que les gens n'ont pas consommé de services. Donc, ils ne consommaient que des biens. Donc, à PIB équivalent, non seulement il y a les problèmes de goulet d'étranglement que vous évoquiez sur l'approvisionnement chinois, mais en plus, les gens consommaient beaucoup plus. Une surdemande sur les biens. Surdemande. Donc, ça crée, mais toutes les grandes tendances qui pesaient sur l'inflation restent quand même présentes. Donc, ça serait traiter le problème. Moi, je pense que c'est juste c'est la seule séquence où ils peuvent retrouver des marges de manœuvre, quoi. C'est maintenant. Je reviens sur votre idée là
2022, c'est le détricotage de l'année 2020. Alors, on est dans la saison des publications de résultats. Microsoft ce soir, on aura du Apple également cette semaine. Tesla demain soir, Apple jeudi soir. Moi, j'ai été frappé par Netflix. Alors, déjà, la sanction sur les résultats vendredi, effectivement, est très très lourde. Ça baisse de plus de 20% sur la publication des résultats de Netflix vendredi. Mais surtout, quand je regarde le cours de bourse, en fait, la baisse de Netflix, elle avait déjà commencé bien avant, au point que le cours de Netflix est revenu sur les niveaux de février 2020. C'est avant le déclenchement de la crise pandémique pour un groupe qui a été quand même dopé à la pandémie, qui a gagné des années peut-être de clientèle, d'abonnés pendant cette phase pandémique. Le marché nous dit le Netflix aujourd'hui, il vaut le même prix qu'avant la pandémie. Alors qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses de ce point de vue. C'est vrai, vous avez raison de ce sens-là. Et ça me frappe. Est-ce que ça veut dire que le marché anticipe que maintenant, on va avoir peut-être des désabonnements chez Netflix, que la roue va tourner de ce point de vue-là, ou est-ce qu'il y a un excès déjà peut-être consommé de ce point de vue-là? Ça se paye 65 fois les résultats. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui se payent 70 fois, etc. En gros, ce qu'on disait, c'était un dégonflement d'un Nasdaq qui se paye 30 fois pour qu'il ait ses moyennes de long terme à 25. Et c'est à peu près les 20% de baisse qu'on pouvait anticiper. Voilà. Après, il y a des dossiers spécifiques là, qui se payaient extrêmement cher, donc il y a cette idée-là. Je pense que c'est ce dégonflement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette polarisation très forte. 2021 était déjà significatif parce qu'il y avait cette rotation. Donc finalement, il y avait je dirais, le nouveau monde de 2022, c'est-à-dire que les banques faisaient jeu égal avec les technos et ont dominé le marché. Et c'était presque le symbole à la fois de 2020 et 2022. De 2022, ouais, c'est ça. Et finalement, c'est les autres secteurs très en retard qui, à mon avis, vont faire la transition avec la réouverture du marché. Ouais. Juste un mot pour Netflix, il y a quand même un élément qui est très important, c'est qu'on a changé de monde aussi en quelques mois sur Netflix. Parce que sur Netflix, bon, d'une part, on s'est aperçu que les taux de croissance n'étaient pas tenables par rapport à ce qu'on avait pour les pandémies, mais il y a un nouveau élément aussi, c'est que les coûts augmentent énormément pour Netflix. Et c'est ça aussi que le marché commence à intégrer, c'est l'effet inflation. Regardez ce qui a fait chuter Ils montent leur prix. Ils montent leur prix. Ils essayent de monter leur prix, mais face à une concurrence avec les autres Disney, etc., Amazon, qui n'avaient pas encore il y a un an, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis ils ont surtout un vrai dérapage dans les coûts de production des films. Et on s'aperçoit surtout qu'on parle souvent des films et des séries qui ont marché, mais on s'est aperçu aussi qu'il y avait quelques séries qui n'avaient pas marché et que ça coûte très cher. Hein. Il y a eu des échecs. Il y a des fours, oui. Et ça leur a coûté très très cher. Hein. Ce sont toutes les séries, ça coûte très cher. Et donc je pense que le marché a aussi changé de point de vue parce que le marché commence aussi à regarder aujourd'hui les coûts et regardez ce qui a fait chuter les bancaires américaines. Il y a eu le ralentissement des activités du marché, ok, mais ce qui a fait vraiment chuter, c'est la forte hausse des salaires minimums dans les banques de détail. Et ça, on s'était dit, super, on va jouer la pontification de la courbe, l'amélioration des marges des bancaires, mais on a vu qu'aussi, aux États-Unis, ils ont aussi un gros problème de recrutement, et donc hausse des coûts sur les bas salaires, entre guillemets, qui sont plus élevés que le salaire minimum, mais qui sont en train de monter. Et Wells Fargo et BOA ont annoncé des très fortes hausses sur les salaires minimums au niveau de la banque de détail. Et puis, ce que nous a indiqué certains patrons, notamment le patron de JP Morgan, qui nous a dit, on a aujourd'hui un vrai problème de recrutement de talent parce qu'on est concurrencé par les fintechs. Et donc ça veut dire qu'on est en train de revoir complètement aux États-Unis aussi les bases de coûts des entreprises. Et ça, c'est un élément peut-être qui est un petit peu nouveau, qui est encore dans cette thématique inflation, hausse des salaires, choc inflationniste, et qui est en train d'être pris en compte, et qui, à mon avis, était assez mal pris en compte par le marché jusqu'à présent. À propos d'inflation, Gustavo, je veux bien qu'on dise un mot et quelques réflexions autour du sujet russe, ukrainien, etc. Alors, je sais que ce n'est pas la fonction première des marchés d'anticiper ces risques géopolitiques extrêmes. Alors, comment est-ce que cette situation de tension avec la Russie se traduit-elle sur les matières premières, sur le rouble, sur le marché russe également? J'ai cru comprendre qu'il a été un marché très très booming l'an dernier, évidemment avec la thématique matières premières. Est-ce qu'on voit quand même un marché des investisseurs qui intègre ce risque quelque part justement dans ces marchés? Oui, clairement sur les primes de risque sur les actifs russes en général, oui, puisqu'ils sont déjà très très bas. Hein. Les primes de risque étaient déjà très très bas. Hein. Si vous voulez des PE pas chers, allez effectivement en Russie, 6 fois, 7 fois, enfin c'est très très bas. Ça se voit plus, en général on voit plus ça dans les marchés développés ou rarement. Mais c'est historique ça. Donc, ça date ça a commencé il y a déjà quelques années, mais ça... Et je dirais l'histoire les histoires avec l'Ukraine, la Crimée, ça date et depuis ça n'a fait que baisser.
Et donc ça a encore baissé depuis, enfin donc les prix de risque ont augmenté, donc les cours ont plutôt encore baissé depuis le début de l'année pour tenir compte de ces risques-là. Enfin, je dirais qu'aujourd'hui l'actionnariat étranger dans les boîtes russes doit être quand même au minimum des minimums. Entre l'ESG, les problèmes géopolitiques, etc., ça devient vraiment très très difficile. Le rouble tient plutôt pas mal, mais parce que pareil, la Russie, ça fait déjà un certain temps qu'elle s'est coupée des financements internationaux, qu'elle vit complètement recroquevillée sur elle-même. Donc tout ça n'a plus beaucoup, les flux de capitaux ont beaucoup moins d'impact maintenant sur l'économie russe. Et l'autre endroit où on le voit évidemment, c'est sur les prix de l'énergie, et notamment le gaz en Europe. Et c'est là où les questions géopolitiques et les tensions autour de l'Ukraine se voient clairement. Le prix du gaz, une partie de sa volatilité vient aussi évidemment de ces problèmes géopolitiques. Donc là, on voit l'impact de ces tensions. Après, est-ce que ça va finir avec pire que ça? Effectivement, scénario extrême, c'est impossible vraiment de le savoir. Ouais. Mais c'est dans les. Enfin, en tout cas, ça a un impact clairement sur les marchés financiers. Clairement. Ouais. Je voyais là Boris Johnson, ce qu'il en reste, dit qu'il discute aujourd'hui avec les États-Unis de couper l'accès à la Russie au réseau SWIFT, donc le système de paiement interbancaire, pour dire les choses simplement. C'est le genre de menace qui est de nature à rassurer les investisseurs sur l'idée qu'une escalade militaire trop intense serait forcément contre-productif pour Vladimir Poutine, la Russie, les oligarques, les actifs russes. Enfin, c'est une ligne de rappel, une force de rappel qui est importante là, qu'on agite. Les sanctions financières, ça fait un certain temps que c'est utilisé contre la Russie et ça n'a pas l'air d'avoir été extrêmement efficace. Les sanctions sont rarement très efficaces. Mais bon, en tout cas, ce sont les armes non létales utilisées en général. Donc ils font ça et puis bon, ils font la mobilisation des troupes sur les bases américaines en Europe de l'Est. Et puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? C'est ce qu'on fait en général dans ce genre de situation. Et donc le reste, c'est des discussions politiques évidemment entre l'OTAN et la Russie. Donc voilà, il se passe à peu près ce qui se passe habituellement dans ce genre de situation. Ce qu'il va vraiment, est-ce que ça va devenir, ça va dégénérer en opération militaire Non, toute honnêteté, je n'en sais rien. Mais ce qui est clair, c'est que toutes les étapes sont les étapes habituelles dans ce genre de situation. On sait avec une efficacité, pas énorme. Les sanctions financières, c'est pas non plus énorme comme impact sur la Russie. Comment on raisonne sur un sujet géopolitique au cœur duquel on trouve la Russie Deux remarques. D'une part, il faut faire très attention aux déclarations, y compris américaines, parce qu'on est dans un jeu de poker moncteur. Et moi, j'ai le sentiment que dans la brutale et la violence des propos américains dernièrement, c'est pour faire avancer les négociations avec la Russie. Après, je ne sais pas, je ne suis pas intime de M. Poutine, donc je ne sais pas s'il a vraiment envie d'envahir l'Ukraine, mais on sent qu'il y a une brutale accélération très forte des États-Unis qui ont envoyé beaucoup de messages. Mobilisation d'hommes, on retire les familles qui sont présentes en Ukraine. Enfin, toute cette dramatisation, à mon avis, c'est peut-être aussi un moyen de faire accélérer un petit peu les négociations, parce que je pense que M. Biden a vraiment envie de montrer qu'il sait gérer et qu'il peut être ferme. Donc ça répond aussi à des critiques au niveau de sa politique intérieure. Donc attention, les Américains sont aussi forts pour nous intoxiquer, autant que les Russes. Donc il faut faire très attention là-dessus dans ce qui est vrai et ce qui est un peu du cinéma. Et comme par hasard, on demande aux Anglais de jouer les méchants et de nous faire le scénario le plus méchant. Oui, il faut un bad cop. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, moi, je serais un peu prudent sur cet aspect-là et je pense que justement, on est peut-être au sommet pour justement accélérer un petit peu les négociations. Donc, mais la menace SWIFT, c'est rare qu'on brandisse comme ça la menace de couper l'accès au réseau. C'est pour montrer qu'on est prêt à mettre à genoux toute la finance russe s'il faut. Ouais. Donc, mais tout le monde serait perdant, y compris l'Europe et surtout l'Europe. Faut pas. On a besoin aussi de quelle manière? Sur le front énergétique, vous voulez dire? Donc voilà, bien sûr. On doit continuer à faire nos achats auprès de la Russie parce qu'on ne pourra pas compenser totalement les 40% de gaz qu'on achète à la Russie, donc du jour au lendemain. Donc tout le monde s'agite, tout le monde dit voilà, on trouve des solutions et puis s'il faut, on frappera. Et puis on voit que l'Allemagne joue un peu le mauvais rôle parce qu'ils ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout du discours. Mais voilà. Grosso modo, je pense qu'il y a beaucoup d'agitation, mais c'est plutôt bon signe pour moi. C'est plutôt le fait qu'on est en train de montrer ses muscles des deux côtés avant d'aller négocier. Donc, je ne suis pas forcément très inquiet. Par contre, l'élément plutôt d'inquiétude, c'est plutôt que ça renforce quand même les tensions inflationnistes. Et ça, c'est quand même... Et tout le discours de la BCE, à mon avis, va devenir de plus en plus compliqué, parce que le discours de la BCE et de Mme Lagarde, c'est dire l'inflation est temporaire, c'est qu'un effet énergétique. Bon, d'une part, on a commencé à l'attaquer, on lui a dit « Ah oui, énergétique, mais attention, la transition énergétique,
est inflationniste. Donc votre histoire que les cours du pétrole, ça fait ça, et puis finalement, in fine, c'est un jour à somme nulle, c'est pas gagné, parce qu'on est quand même sur une vraie tendance de hausse des prix des énergies fossiles, et notamment du pétrole. Donc déjà, le côté c'est temporaire, ça a pris un coup de l'aile, et puis là, avec ce qui se passe actuellement, ça pose un réel problème de positionnement de la BCE. Donc voilà, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est face à un choc inflationniste, mais plus il dure, plus ça aura des impacts sur le comportement des agents économiques. Plus ça ancre des modifications de comportement. Ça augmente le risque. Donc c'est ça aujourd'hui, moi à mon avis, le principal impact, c'est plus pour le discours de la BCE qui ça pose problème. Jean-Jacques, le monde est prêt à un baril à $100 ? Enfin, je ne sais pas si on ira à $100 le Brent, mais en tout cas, le jour où on y va, forcément, ça fait les gros treats, forcément, ça fait du bruit, forcément, c'est un réveil, un wake-up call fort, quoi. Oui, mais ça dénote aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que les États-Unis, il y a une faiblesse, enfin depuis l'Afghanistan, il y a quand même une faiblesse diplomatique des États-Unis qui se voit justement sur le cours du pétrole. Autrefois, il y aurait une pression sans doute sur le Moyen-Orient, parce que là, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a même pas retrouvé le niveau de consommation de 2019, ce qui montre bien que c'est un problème d'offre et d'approvisionnement. Je suis d'accord que c'est plus sur l'inflation, parce que Madame Lagarde, elle a non seulement cette hausse d'inflation, elle a aussi une politique très différente de la Fed. Donc on fera le parallèle en disant mais eux se reconstituent des marges de manœuvre, pas vous, etc. Donc elle peut être critiquée en la matière. Mais aussi sur la Russie, je trouve qu'il y a tellement d'intérêt. Alors il y a SWIFT, il y a aussi le fait que sur le gaz, alors on parle du point de vue européen, mais c'est compliqué pour l'Europe, mais ça serait aussi compliqué pour la Russie. Il y a le fait aussi de l'OTAN, ça serait une réintégration de pays par exemple comme la Norvège, comme la Finlande, qui si ça se complique au niveau de la Russie, ils réintègrent l'OTAN de manière différente, c'est un peu technique, mais enfin ils le réintègrent, ça serait un peu plus compliqué. Donc je pense que tout le monde a vraiment un peur. Moi je pense que le jeu de la Russie, c'est surtout de créer un caillou dans la chaussure européenne, et on le voit encore entre les différences de point de vue Allemagne et France, elle y réussit très très bien. Et après, c'est compliqué, mais l'Ukraine ne semble... C'est quand même pas la Crimée, quoi. Où la Crimée, il y a vraiment un côté russophone extrêmement marqué, et où il y avait, je dis pas un accord de la population, mais enfin, il n'y avait pas des levées de boucliers. Après, tout ça rejoint une idée qui sera peut-être aussi intéressante aussi pour la Chine, alors qu'on avait vraiment un débat sur la Chine, sur Taïwan, etc. Je pense que aujourd'hui, les opinions publiques par rapport à l'intervention militaire, c'est très, très compliqué. Et c'est peut-être même compliqué aussi pour les Russes, quoi. Donc, je pense aussi que voilà, ça peut se résoudre quand même diplomatiquement. Oui. Justement, de la Russie à la Chine, il n'y a qu'un pas, Gustavo. En discutant avec Sophie Chevelier et vous chez Dorval Asset Management, vous avez été marqué quand même par les épisodes et notamment la régulation très forte, très vive, avec déjà des premiers signaux en amont, quand on met des personnels du parti communiste chinois dans les grandes entreprises, quand on coupe l'IPO d'Ant Financial le jour même prévu de l'opération, etc. Tout ça ont été vus par vous, chez Dorval, comme des signaux faibles, effectivement, qu'il y avait un risque politique, structurel peut-être, qui s'installait sur la Chine. Est-ce que la mise en action de la Banque centrale chinoise, qui était attendue, qui se met à accommoder, à assouplir sa politique monétaire, quand le reste du monde resserre, les États-Unis notamment. Est-ce que c'est un signal qui permet d'effacer une partie déjà de ce risque politique et qui rend quand même un peu d'intérêt peut-être sur les actifs chinois ? Sur la question chinoise, il y a deux questions. Il y a la question économique, déjà sur l'économie chinoise elle-même. Et ce qu'on a dit depuis longtemps sur le rôle de la Chine, c'est que finalement la Chine a eu un rôle assez stabilisant, c'est-à-dire qu'elle a accéléré quand les autres étaient en train de fortement baisser, et là elle décélère pendant que les autres accélèrent. Là, si on se plaint du pétrole et qu'on trouve que le pétrole est cher, imaginez si en plus la Chine est en plein boom, que l'immobilier est en plein boom, alors là, effectivement on y serait au 100, ou même au-delà. Hein. Donc le fait que la Chine soit au contraire en ralentissement a plutôt eu un rôle stabilisant, et ça c'est plutôt finalement au niveau international de l'économie mondiale, plutôt pas mal. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est dans le sens inverse, c'est que la Chine, qui avait déjà beaucoup ralenti, essaie d'éviter de ralentir plus. On n'a pas non plus l'impression que le but de la Banque centrale et du gouvernement chinois, ce soit de relancer à tout va l'économie, mais plutôt d'éviter que le ralentissement ne s'accélère trop, et d'essayer de stabiliser l'économie. Donc avec une croissance un peu inférieure à 5%, je crois que c'est ce que dit le FMI, 4,8 ce qui semble raisonnable vu les acquis de croissance et vu où on en est aujourd'hui. C'est tout à fait raisonnable avec le ralentissement de l'immobilier d'un côté, et puis de l'autre côté, effectivement, essayer d'éviter que le reste de l'économie baisse trop. Donc c'est vraiment de stabiliser l'économie là où elle est, et donc effectivement de soutenir un peu l'activité. Du côté des marchés financiers, c'est une question très compliquée parce que effectivement la question soulevée sur est-ce que c'est investissable
c'est difficile de trancher comme ça. On a l'impression, malgré tout, que le gouvernement chinois, jusque-là, n'a jamais voulu se couper des investisseurs étrangers. Ils ont fait il y a eu d'autres annonces qui étaient plus positives, notamment, vous savez, les structures des VIE ont été légalisées. Donc, dorénavant, on sait que c'est un investissement qui, légalement, a une existence. Ça, c'est important, parce qu'il y avait un doute là-dessus. Donc là, le gouvernement a fait les annonces qui des véhicules d'investissement utilisés par les investisseurs globaux. Exactement. Internationaux, et le risque étant, est-ce que ça existe ou pas, d'une certaine manière, du point de vue de la loi chinoise? Parce que vous êtes actionnaire, mais de quoi? Si c'est de rien, c'est un peu... Alors, qu'est-ce que ça veut être actionnaire de quelque chose? Ça veut dire que vous pouvez aller voir un juge et lui demander de récupérer vos actifs, de faire... Bon. Ça a été effectivement, c'est passé dans la loi chinoise. Donc ça, c'est un point positif. Par contre, on a toujours la même question, c'est-à-dire, mais j'ai envie de dire, c'est la même question que pour EDF. Hein. Est-ce qu'une entreprise est gérée dans le but de maximiser quelque chose pour ses actionnaires ou pour d'autres buts qui sont peut-être d'ailleurs tout à fait justifiés, mais du coup, en tant qu'actionnaire, c'est pas extraordinaire. Donc ça, c'est une question qui reste là. On a l'impression quand même qu'effectivement, ce qu'on entend venir de Chine, c'est que le gros de ce mouvement est déjà passé, ce qui donne un peu plus confiance, et qu'effectivement, les conditions de liquidité chinoises étant en train de s'améliorer, ça donne envie de se réintéresser au cas chinois. Donc ce que nous faisons, nous, c'est plutôt pour l'instant de rentrer peu à peu, de planter des drapeaux, comme on dit. C'est très technique. Hein. Oui. De commencer tout doucement à investir, mais pas massivement. Pas massivement. Mais bon, ça peut se regarder. Il y a effectivement un côté qui peut être intéressant, mais bon, on reste prudent quand même. Un des grands arguments, Christian, était de dire que le risque réglementaire, et le gros du risque réglementaire était passé, qu'il n'y avait qu'un risque résiduel. Alors, vous l'avez noté ce matin dans votre morning, Pékin lance un grand spring clean, un grand nettoyage de printemps, des pratiques sur Internet. Alors, c'est quand même une nouvelle étape, j'imagine, en matière de risque réglementaire. Qu'est-ce qui se joue à travers cette volonté de nettoyer Internet des comportements déviants à la sauce communiste chinoise, bien sûr? C'est surtout intéressant, c'est les mots employés. C'est-à-dire qu'il va falloir, on va nettoyer Internet de tout ce qui est, tout ce qui est propos malsains et tout ça. Bon, ok, ça, c'est pas encore gênant. Mais surtout, tous signes ostentatoires de richesse qui sont promus sur Internet. Donc ça commence on va commencer un petit peu à réorienter. La promotion du culte de l'argent et du style de vie trop luxueux. Promotion du style du luxe, promotion du luxe, promotion de l'argent et promotion de tout ce qui est superstition. Bon, on va mettre ça de côté, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'aspect économique. Promotion de tout signe extérieur de richesse, et ça, c'est quelque chose que c'est une vraie reprise en main idéologique. Et c'est là où on voit que la Chine est vraiment en train de changer. Moi, je trouve que la Chine est en train de se refermer sur elle-même. C'est-à-dire que conséquence des guerres un peu commerciales avec Trump, la Chine dit il va falloir quand même que de plus en plus je sois autosuffisant sur tout ce qui est technologie clé, semi-conducteurs, etc. On a bien compris, mais on voit que la Chine est en train de quand même beaucoup se replier sur elle-même, et puis de l'autre une vraie reprise en main de l'État chinois, et c'est ça, je pense que les marchés sous-estiment énormément. Et alors juste, on comprend bien là dans ce que je veux dire, c'est le luxe que je vise naturellement, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'ils fassent un peu comme dans les jeux vidéo et qu'ils disent aux jeunes interdiction d'acheter plus de 2 sacs de luxe par personne pour les jeunes. Par exemple, ils sont capables de nous sortir des réglementations comme ça, ou alors de limiter l'accès aux jeunes aux produits de luxe. D'augmenter les taxes sur le luxe. Parce que c'est surtout le gros de la consommation de luxe en Chine. C'est des jeunes qui n'hésitent pas à prendre des crédits à la consommation pour acheter des biens de luxe. Donc attention à ça, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une réglementation. Et en tout cas, attention, parce que c'est une vraie reprise idéologique et une vraie volonté de contrôler la consommation des Chinois. Donc attention à toute mauvaise nouvelle cette année, parce que voilà, on n'est pas dans du rationnel, on est vraiment dans une reprise en main politique. Je ne sais pas s'il vaut mieux s'endetter pour acheter un sac Hermès ou un Bitcoin, mais ça revient au même. Non, juste pour conclure, Jean-Jacques, il ne reste plus beaucoup de temps, mais l'investissement chinois, comment vous le regardez chez VGM? Est-ce que c'est un joker 2022, ou est-ce que vous dites, franchement, on a d'autres chats à fouetter et d'autres trucs à faire? Si. On y revient parce qu'il y a le fait que c'est appréhendé un peu comme un style value, justement par rapport au Nasdaq, quoi. Donc il y a le fait que l'Europe, c'est peut-être le call principal, mais la Chine peut l'être. Et puis il y a peut-être un point particulier aussi sur le Covid, où il y a eu une mauvaise gestion après du Covid. Et donc l'idée que ça part un peu, ça peut favoriser le marché chinois. Mais il ne faut pas oublier, voilà, et ça on n'a pas la réponse encore, entre pouvoir politique et économique, ça a été chaud. Et on n'a pas encore la réponse à cette question-là. C'est vraiment cette réponse-là qui remodifierait finalement la tendance baissière qu'on a connue sur le marché chinois.
Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de Vega IM, Gustave Orenstein, responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management, et Christian Parizeau, président d'Alter Economics et conseiller économique auprès d'Aurel BGC, étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir encore, on s'intéresse aux enjeux en matière de finances responsables pour 2022 et plus précisément en matière de recherche et d'analyse ESG avec Yannick Waknin à mes côtés en plateau. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce début d'année. Vous êtes responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB. Votre conviction pour 2022, c'est que parmi le triptyque environnement, social, gouvernance, c'est le facteur social qui va monter en puissance considérablement à travers cette année 2022 dans la prise en compte justement des sujets extra-financiers. Le point de départ, c'est que selon vous, le S a été jusqu'à présent un peu le parent pauvre de l'analyse ESG. Je veux bien que vous m'expliquiez pourquoi et de quelle manière et quelle dimension va prendre le facteur S, le facteur social, là, dans l'analyse à travers cette année 2022 et au-delà. Tout à fait. Alors, ESG, environnement, social, gouvernance, historiquement, il y a eu énormément d'attention portée d'une part sur les questions de gouvernance d'entreprise qui étaient déjà prises en compte pour une majorité d'entre eux dans l'analyse financière traditionnelle. Donc il y avait plus de porosité, plus d'accès aussi à ce type d'informations qui étaient reportées de manière quasi systématique dans les rapports annuels des entreprises. Ensuite, on est passé sur une phase environnement, drivé principalement par la réglementation, soit au niveau national, local ou multilocal. On peut parler de toutes les initiatives à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale avec la TCFD, etc. Ce qui a impliqué beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de communication de la part des émetteurs sur tous ces aspects qui sont aujourd'hui, je pense, assez bien compris par le marché et assez bien intégrés de manière systématique. Et en effet, la partie sociale, un petit peu le parent pauvre, moins d'informations. Alors je mettrais peut-être la France à part avec notamment ce qu'on appelle le bilan social, ce qui oblige les sociétés côté françaises à avoir une certaine transparence et granularité sur ces différents aspects, mais ce n'est pas quelque chose de systématique et c'est quelque chose qui est de temps en temps difficilement compréhensible du côté des investisseurs. Alors pourquoi ? Non pas qu'il n'y ait pas d'intérêt sur la dimension sociale, et on voit qu'il y a des intérêts, on va dire, fluctuants en fonction notamment des controverses. On peut en citer certaines dans le secteur de tout ce qui est retail ou dans d'autres secteurs où il y a eu un certain nombre de catastrophes sociales ou considérées comme telles. Et on a eu à ce moment-là, nous, en tant qu'analystes, des questionnements de la part des investisseurs. Mais pourquoi vous ne le regardez pas ? Comment est-ce qu'on doit le regarder ? Qu'est-ce qui est important ? Et donc, il nous paraît important, ce début d'année, et je pense que tout ça a été mis sous les projecteurs avec notamment la crise du Covid, où les entreprises, les investisseurs se sont rendus compte que, effectivement, les employés, les sous-traitants, les clients sont peut-être une dimension à reconsidérer et sans doute pas suffisamment d'attention a été braquée sur ces sujets et il va falloir en faire beaucoup plus pour attirer et surtout retenir les talents, qui est selon nous un enjeu majeur, quel que soit le secteur d'activité. Justement, alors, quels sont les axes d'analyse et de recherche qui permettent d'éclairer ce facteur S, ce facteur social aujourd'hui, Yannick, et concrètement, là, quels sont les critères d'analyse du facteur social que vous mettez en avant chez Société Générale CIB comme étant des facteurs déterminants, en tout cas avec des corrélations très fortes avec l'idée d'un business model, d'un modèle économique soutenable, durable pour une entreprise? Tout à fait. Alors, premier critère, c'est déjà d'avoir une lecture un peu sectorielle des choses. En fonction du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise, de l'exposition géographique, on ne va pas être soumis quelque part aux mêmes tensions sur la partie sociale. Je prends un exemple du secteur du luxe. Le travail des enfants n'est pas un sujet, on va dire, premier qu'on va regarder, sur lesquels on espère trouver de l'information ou créer de la différenciation. Si on est sur un secteur
secteur métaux et mines, oil and gas, qui va opérer dans des régions peut-être un petit peu plus controversées. Clairement, dans nos critères d'analyse, on va y passer un petit peu plus d'attention. Donc, premier point, avoir une lecture sectorielle des questions. Deuxième point, savoir aussi d'un point de vue attractivité, d'un point de vue géographie sociale du secteur d'activité, qu'est-ce qui va être plus intéressant à regarder et surtout quel type d'informations on va pouvoir collecter de manière systématique. L'une des grandes conclusions d'une de nos dernières publications, c'est justement le manque de transparence et le manque de reporting de la part des entreprises. Donc de notre côté, et ce qu'on propose à nos clients investisseurs et corporate aussi, c'est d'une part des guides d'engagement où on va essayer sujet par sujet. Donc on peut parler des inégalités d'un point de vue salarial et rémunération, on peut parler de santé-sécurité, on peut parler d'éducation, etc. Donc on a une palette de critères potentiellement actionnables et à nous d'identifier et à nous de spécifier qu'est-ce qui nous intéresse et toujours en faisant le lien avec la matérialité financière de ces éléments. C'est-à-dire, on ne va pas discuter du social ou de l'environnement ou de la gouvernance pour faire plaisir ou pour se faire plaisir, mais vraiment parce qu'on pense qu'il y a une question financière, économique, de risque ou d'opportunité. On parle très fréquemment de la guerre des talents et de la question de la rétention. Il faut savoir qu'avec les plus jeunes générations, les rémunérations, même si c'est un critère qui reste très important, n'est plus le critère fondamental. Il y a peut-être 10 ans, 20 ans, certains pensaient qu'en augmentant un petit peu les salaires, on pouvait faire subir ou supporter à peu près tout ce qu'on voulait aux salariés. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La question du bien-être au travail. C'est plus une réponse suffisante. Non, c'est plus une réponse. Après la pandémie, avec le bouleversement du marché du travail, des comportements et des aspirations d'une nouvelle génération de millennials, on parle d'un phénomène de grande résignation aux États-Unis, enfin de grande, comment dire en français, de grande démission, c'est ça, resignation. Vous dites, oui, le salaire, ça devient un facteur parmi d'autres, peut-être même secondaire par rapport à d'autres facteurs et d'autres leviers d'attractivité des entreprises. Exactement. Les gens ont pris du recul, tout simplement. Ils se sont posés des questions sur leurs conditions sociales, leurs conditions salariales. Est-ce que je suis dans la bonne industrie, dans des bonnes conditions? Est-ce qu'on m'en demande peut-être pas trop? Et les gens, surtout, sont à la recherche d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et donc, dans ce qui intéresse les gens aujourd'hui, d'après tout un tas de sondages et d'études académiques, c'est effectivement le bon équilibre, le bon dialogue, la considération, les opportunités, les perspectives, et donc plus uniquement la question salariale. Donc aujourd'hui, ça va obliger un certain nombre de groupes à retravailler un petit peu sur ces questions, puisque dans les entreprises de demain, quand nous on les questionne côté ESG, on a besoin de perspectives. Et donc, on se rend compte que les métiers changent, que les compétences évoluent aussi, qu'on ne les a pas toujours en interne et qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de concurrence sur des métiers particuliers. Si aujourd'hui, vous savez coder en Python ou si vous avez une expertise sur la dimension du luxe, vous avez une attractivité bien au-delà des secteurs de manière traditionnelle. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir les meilleures personnes, garder les meilleures personnes et surtout en faire venir d'autres? Donc on a vu quelques initiatives dans des secteurs d'activité où il y a des partenariats qui se nouent très tôt avec des écoles, avec des formations pour être sûr de continuer à avoir justement les compétences nécessaires. Mais dans d'autres activités, ça mérite une grande réflexion et peut-être une grande évolution du traitement de la dimension sociale au niveau des entreprises. Et vous êtes convaincu qu'une entreprise qui est capable de se montrer attractive face aux nouvelles aspirations, il y a un gain financier à la clé pour cette entreprise. Clairement. Alors, d'un point de vue, on va dire c'est la fusion de l'analyste ESG et de l'analyste financier. Un jour, je ne sais pas, il faudra trouver une nouvelle terminologie, mais il n'y aura plus cette segmentation d'une certaine manière. Alors, a priori, non. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais effectivement, je vous rejoins là-dessus. A priori, il n'y a pas vocation à avoir deux personnes qui vont travailler sur la même entreprise. Tout le monde doit couvrir tous les sujets. Sur votre point, effectivement, quand on discute avec des DRH, ils nous disent que s'il y a des turnovers trop importants, ça veut dire qu'il faut mettre des annonces, il faut
embaucher des gens, il faut former des gens avant qu'ils soient, entre guillemets, opérationnels ou pleinement opérationnels dans l'entreprise. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Si on arrive à réduire ce turnover, on va pouvoir effectivement augmenter la rentabilité de chacun des salariés au sein de l'entreprise. Mais plus globalement, on a chez nous lancé des évaluations ESG, des notations ESG, et quand on ségrègue juste sur la partie sociale, sur un univers stock 600, sur à peu près les 10 dernières années, avec un vrai track record, en ayant, nous, à notre niveau, identifié qu'est-ce qui a été pertinent sectoriellement parlant, on voit que ça crée une très forte surperformance. Donc, les critères, si on sait de quoi on parle, on sait comment les évaluer, comment les calibrer, et comment les combiner potentiellement à de l'analyse financière, oui, il y a de la performance à la clé. Un des grands aspects de l'analyse ESG, c'est d'éviter les controverses, oui, avant même de gérer la surperformance potentielle. Est-ce qu'à travers ce facteur social, est-ce qu'il y a matière justement à détecter des signaux faibles, comme on peut le faire à travers la gouvernance ou d'autres facteurs d'analyse extra-financiers? Est-ce qu'il y a matière à détecter des signaux faibles qui permettent justement de maîtriser, de contrôler un risque de controverse, de réputation sur une entreprise par rapport à une autre? Alors, ça fait partie de la batterie des indicateurs qu'on va utiliser, mais quelle que soit la dimension E, S et G. La question de la controverse, c'est un peu compliqué parce que généralement, ça arrive après coup. C'est-à-dire au moment où c'est révélé au grand public pour des faits qui potentiellement ne se sont pas passés hier ou avant-hier, mais ça peut être un petit peu plus en arrière dans le temps. Donc nous, ce qu'on essaie de faire quand on est devant une controverse, déjà de voir qu'est-ce qui a changé dans l'entreprise. Est-ce que c'est le management actuel? Est-ce qu'il y a eu des process ou des comportements qui ont évolué depuis? Et c'est à partir de là qu'on va aller faire de l'engagement auprès des émetteurs en leur disant, bah voilà, vous avez été pris pour telle et telle chose. Comment est-ce que vous anticipez pour le futur ce type de problématique? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire d'un point de vue changement? Et est-ce qu'il y a des engagements qui ont été pris depuis de manière très explicite et très quantifiée, idéalement, pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir vous évaluer? Mais quelque part, la controverse, c'est le retour d'expérience. C'est le reality check, comme disent nos amis anglo-saxons, entre les beaux discours, et beaucoup de sociétés ont mis toutes les politiques du monde en ligne en vous disant qu'ils vont respecter tout le monde et tout le temps, mais la réalité de l'exercice est des fois un petit peu plus compliquée. Bon, donc ce facteur S va monter en puissance. Vous êtes convaincu effectivement que les investisseurs et que le marché va prêter de plus en plus attention à ce facteur S Clairement. Ouais. Clairement. Alors, il y a déjà eu beaucoup de déclarations de principe de la part des émetteurs dans la période Covid. Si on prend le secteur de l'hôtellerie, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le secteur. La restauration, c'est un petit peu pareil. Ils ont du mal à récupérer des gens et donc on propose des nouveaux avantages, des augmentations de salaire, etc. On l'a vu au niveau des investisseurs, notamment en période d'assemblée générale, où ils commencent à avoir des dépôts de résolution avec un axe plus uniquement environnemental, mais qui devient social aussi, où on va demander peut-être plus de transparence, plus d'expertise, plus de retour de données, oui, bien sûr. Sur ces sujets. Et un petit peu comme la gouvernance il y a une quinzaine d'années, un petit peu comme l'environnement il y a peut-être une dizaine d'années, on est convaincu que la dimension sociale va continuer à prendre son envol, je vais tenter de dire, et avec de la transparence, une évolution réglementaire aussi. On peut parler de la social taxonomie européenne, la taxonomie sociale européenne, qui devrait voir le jour incessamment. On sera sur une sorte de canevas de standards de reporting et on a bon espoir que ce soit mieux intégré à l'avenir. Merci beaucoup Yannick, merci d'être venu nous éclairer sur ces enjeux extra-financiers avec ce point de focalisation sur le facteur social dans le triptyque ESG, environnement, social et gouvernance. Yannick Waknin qui était avec nous en plateau, le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.